Merci beaucoup. Je voudrais bien remercier Monsieur Kocharian pour son intervention, son discours très valable pour nous, pour l'harmonie et pour le maintien de la paix dans cette région. Vraiment, nous voyons que le gouvernement et les autorités font des efforts pour établir la paix dans cette région. Et nous, les représentants, les chercheurs, les académiciens doivent aussi travailler pour trouver des fondements théoriques et des interprétations de ces idées en se basant surtout et aussi sur la tradition française et en général sur la tradition internationale des théories de l'art. Voilà pourquoi aujourd'hui j'ai rédigé une présentation, une étude, une recherche qui est consacrée à la pensée française sur la tradition de la paix en traitant les approches éthiques, philosophiques et politiques parce que on sait bien que la France a eu vraiment un rôle très, très important pour l'élaboration des théories concernant la paix en tenant compte aussi l'expérience de la République française. Et je vais commencer par l'introduction où on a déjà rédigé que le Caucase du Sud constitue un laboratoire contemporain de la théorie de paix. Et cette recherche mobilise la tradition française de pensée politique, éthique et en même temps philosophique, en s'appuyant surtout sur les travaux des auteurs français dont vous voyez le nom sur l'écran. Et les contributions françaises contemporaines en études de paix, cette recherche démontre que l'échec d'une paix durable dans telle ou telle région dépend surtout de l'équilibre. C'est-à-dire, si on a un manque d'équilibre dans la région, dans ce cas-là, on peut rater la paix. Et voilà pourquoi on doit faire l'attention sur les trois dimensions. La question générale qui se pose, c'est est-ce que la paix peut-elle être réduite à un accord stratégique ou en même temps elle nécessite une transformation normative et institutionnelle beaucoup plus profonde? Les analyses récentes et dominantes en théorie politique et en général dans les sciences sociales ont privilégié surtout une lecture réaliste fondée sur les rapports de force, mais toutefois une approche strictement stratégique ne permet pas d'expliquer la persistance des ressentiments, des mémoires antagonistes et des vulnérabilités structurelles. Et on sait bien que après les conflits, c'est le temps de la paix, mais on doit savoir, on doit connaître comment on doit faire la paix parce qu'on sait comment faire la guerre. Et il y a la raison d'après laquelle on dit que la raison du plus fort est toujours la meilleure, mais même dans ce cas-là, les faibles aussi, ou bien la faiblesse, ce n'est pas en général quelque chose qui ne doit pas être considéré quand on fait la paix. Voilà pourquoi, et M. Kocharian, il a noté dans son discours que on doit avoir des compromis, on doit trouver un consensus pour faire la paix. Premièrement, il s'agit de la paix régionale. En général, la paix est un concept, est une théorie un peu plus complexe, définie non seulement par l'absence de guerre ou bien de conflit armé, mais aussi comme un état durable de concorde, de justice, de coopération dans telle ou telle région. Mais voilà, dans ce cas-là, il est nécessaire de distinguer les dimensions du concept de la paix qui se base sur la paix négative, c'est-à-dire c'est la simple absence de violence physique directe, et la paix positive qui désigne une société où la violence structurelle est minimisée. Cela permet l'équité, le développement, l'exercice des droits fondamentaux, etc. C'est-à-dire, c'est la voie quand on passe de la paix négative à la paix positive. Voilà pourquoi il est nécessaire de distinguer les piliers de la paix positive qui sont les suivantes: bonne relation avec les voisins, bonne gouvernance, faible niveau de corruption, acceptation des droits d'autrui, libre circulation de l'information, climat des affaires sain, répartition équitable des sources, etc. On voit bien que les autorités aujourd'hui considèrent ces piliers pour créer, pour développer et établir la paix dans cette région. Et il faut aussi travailler avec les
voisins. En ce qui concerne la problématique de l'étude, elle est la suivante. Comment la tradition française de pensée peut-elle contribuer à conceptualiser une paix durable dans le Caucase du Sud au-delà d'une simple stabilisation militaire? Et pour cette raison, nous avons proposé l'hypothèse suivante. La paix durable suppose l'articulation des trois niveaux analytiques qui se basent sur l'éthique, c'est-à-dire la reconnaissance et la responsabilité, philosophique, l'aspect philosophique qui inclut la compréhension anthropologique du conflit, et finalement l'aspect politique qui se base sur l'institutionnalisation et équilibre stratégique. La méthodologie de la recherche est divisée en trois parties. C'est premièrement la lecture contextualisée des œuvres françaises, l'application raisonnée des catégories philosophiques dans un contexte géopolitique contemporain et croisement entre philosophie morale, théorie politique et les études de paix. Chaque dimension comprend les corpus théoriques suivants. Ce sont les présentations des auteurs français comme la paix considérée comme une responsabilité, la paix comme mémoire juste, équilibre stratégique, modération institutionnelle et finalement la paix comme légitimité contractuelle. Je vais présenter ces idées un peu plus en détail, mais d'abord, je vais montrer que l'analyse repose sur trois types de sources. Comme j'ai déjà noté les œuvres originales des auteurs français, la littérature secondaire académique et finalement les analyses géopolitiques récentes. Et on voit que dans cette région, il y a beaucoup de développement et géopolitique et géoéconomique et en même temps, on voit que même la communauté, les académiciens, les chercheurs font beaucoup de travail pour conceptualiser et pour analyser ce qui se passe dans notre région, dans le Caucase du Sud. D'abord, c'est le cadre théorique qui est constitué du conseil éthique. Et en général, dans cette perspective, la paix est avant tout une valeur morale, une exigence normative. Elle implique non seulement la non-violence, mais aussi la justice, la reconnaissance des droits de l'autre, la responsabilité morale. Mais d'abord, je vais noter les fondements théoriques qui proviennent des ouvrages d'Aristote, d'Emmanuel Kant, de Mahatma Gandhi. Et voilà, ces auteurs, ces penseurs font l'attention sur la recherche de la vertu et de la justice comme condition d'une vie bonne. Quant à Kant, il désigne la paix comme quelque chose qui est lié au devoir moral universel et au respect de la dignité humaine, et Gandhi qui considère la paix comme considérée une pratique éthique active et méthode politique non violente. Je vais vous rappeler que la révolution de velours qu'on a fait en 2018 était basée sur le principe que Gandhi a distingué. Il s'agissait surtout de la méthode politique non violente et nous avons vu quel était le résultat de ce processus politique pour notre société. Maintenant, qu'est-ce que nous dit la tradition française? D'abord, je veux commencer par les idées, la théorie d'Emmanuel Levinas, d'après qui l'éthique précède la politique. C'est-à-dire qu'on doit prendre en considération que chaque type de politique doit être précédé par des principes et par des valeurs éthiques. Et voilà pourquoi le plus important, c'est la responsabilité envers autrui qui fonde toute possibilité de coexistence. Dans ce cas-là, la paix ne se réduit pas en arrangement juridique. Elle suppose aussi la reconnaissance, elle suppose aussi la responsabilité radicale qui constitue un fondement moral pour repenser la paix, non comme absence de violence, mais aussi comme ouverture à l'autre. C'est-à-dire, on doit avoir une coopération, on doit avoir des intérêts communs. Si on applique ces idées, les idées d'Emmanuel Levinas dans le cas du Caucase du Sud, nous pouvons dire que le manque de reconnaissance mutuelle des souffrances des nations, des peuples et les pertes historiques constituent un obstacle à la paix durable.
Et voilà pourquoi on voit que les ONG français et arméniens font des travaux, font des discussions. On voit aussi des visites mutuelles. Et voilà, tout ça, tous ces efforts vont contribuer à l'établissement de la paix entre les deux pays et en général dans la région. Un autre philosophe français, Jean-Marie Muller, promeut une éthique de la non-violence qui ne consiste pas seulement à éviter la guerre, mais à transformer positivement les conflits par des pratiques responsables et non coercitives. C'est-à-dire, dans le contexte du Caucase du Sud, promouvoir des initiatives non violentes pourrait élargir l'espace civique pour des dialogues intercommunautaires. En continuant, je veux aussi noter et citer les idées de Paul Ricoeur qui souligne que la paix passe par le travail de mémoire et la réconciliation, qui sont les plus importantes pour les sociétés brisées par la violence. Et sans reconnaissance des traumatismes, les sociétés toujours demeurent enfermées dans des narratifs de victimisation. Le pardon ne s'oppose pas à la justice dans ce cas-là et il en est une condition pour dépasser les cycles de ressentiment et d'exclusion. Si on applique ces idées dans le cadre du Caucase du Sud, on peut dire que les processus de paix qui ignorent la mémoire collective risquent surtout de reproduire des ressentiments structurels et peuvent faire la paix très, très fragile. Un autre penseur français, Gérard Rabinovitch, explore les racines profondes de la violence humaine et son rapport à l'éthique. Et ses travaux sur la destructivité montrent que comprendre les mécanismes psychologiques et socialement intériorisés de la violence est essentiel pour penser la paix. C'est-à-dire, il faut faire attention aux dimensions psychologiques et sociales pour résoudre les conflits et pour avoir finalement une paix stable et durable. En ce qui concerne les contributions contemporaines, surtout du point de vue de la philosophie morale française, les recherches dans cette direction insistent sur la nécessité de relier la responsabilité individuelle et les structures institutionnelles pour dépasser la violence collective. Quant au concept philosophique, Philosophiquement, la paix est une catégorie plutôt ontologique et anthropologique et elle interroge la nature humaine, le conflit, la justice et l'ordre. De ce point de vue, il est nécessaire de distinguer deux traditions majeures. Premièrement, la paix comme état naturel perdu ou à construire. On doit se baser sur les ouvrages de Thomas Hobbes. Vous vous rappelez que c'était lui qui disait que c'est l'état de nature, c'est guerre de tous contre tous, ou bien, comme il formulait, homo homini lupus est. Et dans ce cas-là, la paix résulte du contrat social et du pouvoir souverain. C'est-à-dire, c'est un point très important parce que les États qui sont souverains, qui gardent leur souveraineté, ont plus de chances, ont plus de possibilités de faire la paix. Si la souveraineté dépend de différents facteurs de l'extérieur, dans ce cas-là, la paix doit être fragile et doit être utilisée par les autres pour faire leurs intérêts beaucoup plus importants et de cette manière, ils vont déranger la paix dans la région. Deuxièmement, la paix comme finalité rationnelle de l'histoire. On doit se rappeler des idées de Hegel, d'après qui la guerre fait partie du développement historique et la paix est dialectiquement liée au conflit. Immanuel Kant, qui disait la paix est un idéal régulateur rationnel et il parlait, si vous vous rappelez, de la paix perpétuelle. Il a rédigé un essai où il traitait ces questions-là. Maintenant, la tradition française, on doit distinguer Jean-Jacques Rousseau qui a défini le conflit social et la légitimité,
et qui disait que la paix originelle est corrompue par la société. Voilà pourquoi on a besoin de la reconstruire politiquement. Il considérait que la guerre n'était pas naturelle entre les individus, mais entre États, et la paix dépendait de la légitimité interne du contrat social. Si on applique ces idées dans le cas du Caucase du Sud, on doit dire que les fragilités démocratiques peuvent affecter la crédibilité des engagements internationaux. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est-à-dire si le niveau de la démocratisation dans la région n'est pas haute, n'est pas progressive, dans ce cas-là, la paix peut être fragile. Un autre philosophe français, Charles-Louis de Montesquieu, il a élaboré le concept de la modération et de l'équilibre en identifiant la modération comme principe central de la stabilité politique. Et l'équilibre des pouvoirs prévient la violence structurelle. De ce point de vue, on a besoin de la consolidation de l'état de droit, c'est-à-dire dans tous les pays de la région sud-caucasienne, l'état de droit doit être consolidé et en même temps, on aura besoin de réduire des logiques hyper-présidentielles. Si on prend en considération le cas de l'Azerbaïdjan, on voit que ces logiques persistent dans ce pays et voilà pourquoi c'est plutôt l'Azerbaïdjan qui est positionné un peu de prolonger le processus de l'établissement de la paix dans la région. Le concept politique, nous avons ici, nous devons noter les théories principales des internationales en général. Il s'agit des relations internationales. C'est le réalisme politique qui se base, d'après lequel la paix est un équilibre qui se base sur l'équilibre des forces, le rapport des forces. Le néoréalisme qui considère que la paix dépend de la structure du système international, libéralisme, approche démocratique et la paix comme construction politique. Dans ce cas-là, il s'agit de distinction entre paix négative, l'absence de violence directe, et paix positive, c'est l'absence de violence structurelle. C'est-à-dire, nous sommes en train de passer de la paix négative à la paix positive si on continue les efforts en voie de développement de la paix dans cette région. Bon, en ce qui concerne la tradition française, j'ai choisi deux auteurs, Arnaud Blin, qui détermine la géopolitique de la paix démocratique et il analyse les processus surtout historiques de pacification, notamment en se basant sur des zones pacifiées. Dans ce cas-là, il fait l'attention sur l'exemple de l'Union européenne comme les anciens rivaux qui ont construit une coopération en faisant des transformations politiques, économiques et culturelles. L'absence d'un espace démocratique homogène doit être considérée comme un obstacle général pour faire la paix. Et si on voit les trois pays de la région, la Géorgie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan, on peut voir aussi la différence en leur voie du développement de la démocratie. La Géorgie qui a engagé une trajectoire démocratique, mais qui a aujourd'hui certains problèmes dans cette direction, et surtout ces problèmes sont liés à sa politique extérieure. L'Arménie qui a connu une ouverture politique, et notamment après 2018, c'est-à-dire après la révolution de velours, et l'Azerbaïdjan qui reste largement autoritaire, c'est-à-dire l'absence d'un espace démocratique homogène dans ce cas-là doit être considéré en cas de l'Azerbaïdjan qui reste largement autoritaire, et voilà pourquoi ça doit être considéré comme un obstacle en voie de l'établissement de la paix dans cette région. D'après les idées d'Arnaud Blin, la paix dépend des conditions précises, démocratie, le développement des institutions politiques et intégration régionale. L'absence de ces conditions maintient un système proche de l'équilibre de puissance classique plutôt que d'une véritable zone de paix. Et finalement, c'est Bertrand Badi, notre historien et géopoliticien français, qui a traité la question de la paix
en notant que la paix n'est pas seulement l'absence de guerre, c'est un concept multidimensionnel qui doit être repensé. Et on doit faire attention à la reconnaissance de l'autre, c'est-à-dire accepter l'altérité et la dignité de chaque acteur, la parité et la confiance. Sans confiance, on ne peut pas rétablir la paix entre les anciens rivaux. L'intercompréhension, cela veut dire créer un espace pérenne où les différentes visions du monde peuvent dialoguer. Et on voit aujourd'hui des tentatives de dialogue entre les représentants de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Surtout, il s'agit des ONG dont j'ai déjà parlé. Un arrêt des combats n'est pas la paix s'il n'est pas accompagné d'un véritable processus politique. C'est-à-dire, ces processus politiques doivent viser à résoudre les causes profondes. Il s'agit des causes sociales, identitaires, territoriales. Et en général, la paix dépend des sociétés et des individus plus que des seuls calculs des États. C'est-à-dire, si les sociétés veulent la paix, les gouvernements et les États, les structures, les autorités doivent travailler dans cette direction. L'application des tests de Bertrand Badi dans notre région permet de sortir d'une lecture purement géopolitique pour adopter une approche de sociologie des relations internationales. Et si on articule ces concepts dans notre région, on doit noter que la paix durable exige. Premièrement, interdépendance économique. C'est-à-dire, par exemple, le processus déjà commencé, il s'agit de TRIP. Cela va montrer, ça doit être considéré comme un cas d'interdépendance économique et dans ce cas-là, la présence des acteurs internationaux est considérée comme un facteur progressif pour construire la paix dans cette région. Deuxièmement, c'est le multilatéralisme régional. Il s'agit surtout des échanges commerciaux, etc. et la légitimation normative. C'est-à-dire, nous devons arriver finalement à la signature d'un accord de paix. On sait bien que l'accord est paraphé, mais on a besoin de finaliser en signant et en ratifiant dans les parlements. Est-ce qu'on a besoin d'un modèle intégré? Absolument. Une approche inspirée de la tradition française permet de formuler un modèle tridimensionnel qui se base sur l'axe éthique, qui inclut la reconnaissance mutuelle, justice transitionnelle, initiative éducative croisée, axe philosophique qui comprend les réformes institutionnelles, consolidation démocratique et déconstruction des récits exclusifs. Et finalement, la paix doit être basée sur l'axe politique qui comprend des mécanismes régionaux permanents, coopération économique structurée et sécurisation juridique multilatérale. Et en finalisant, je vais passer à la conclusion de l'étude, d'après laquelle la paix dans notre région ne peut pas être conçue uniquement comme un équilibre stratégique, et parallèlement, la paix ne peut être réduite en simple accord politique, c'est-à-dire pour dépasser ce cycle de violence, des hostilités, on aura besoin d'une transformation éthique, on aura besoin d'une compréhension philosophique et d'une construction politique qui articule les institutions locales, les dialogues régionaux et les médiations internationales. Bon, finalement, la tradition française montre que sans éthique, la paix devient domination, sans philosophie, elle demeure très superficielle et sans institution, elle reste utopique. Une paix durable dans cette région nécessite une transformation simultanée des consciences, des peuples, des nations, le développement des structures politiques et des mécanismes institutionnels. Merci pour votre attention. S'il y a des questions, je suis à votre disposition.